Bonjour à tous, donc je m'appelle François Barrère, je suis responsable avant-vente pour BlackBerry pour l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est. On a la chance d'être invité par eSecure pour vous parler un peu protection des postes de travail d'une manière générale et comment BlackBerry slash Silence, parce qu'aujourd'hui le produit qui est utilisé dans l'offre BlackBerry est issu d'une acquisition, une acquisition qui a eu lieu il y a un peu moins de 2 ans maintenant à travers la société Silence. Alors comment fonctionne Silence, comment fonctionne BlackBerry? Finalement, au niveau poste de travail, d'une façon un peu différente, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de signature, on n'utilise pas différents modèles de protection pour assurer la protection du poste de travail, pour faire ce qu'on appelle communément de l'EPP et de l'EDR sur le poste de travail. Ce qu'on utilise, c'est l'intelligence artificielle, même si, bon, j'aime pas trop ce terme qui est un peu galvaudé sur le marché aujourd'hui. Ce qu'on utilise concrètement, c'est du machine learning, c'est des mathématiques pour détecter et bloquer les attaques sur les devices. Quand on parle de device, on parle de postes de travail, de serveurs, Windows, Mac, Linux, mais on peut parler aussi de mobile comme iOS, comme Android et comme Chrome OS également. Alors comment fonctionne finalement ce module, ce modèle mathématique, ce moteur antivirus finalement? Petite explication, rapide. Finalement, ce qu'on a demandé en fait de faire au modèle mathématique, c'est exactement ce qu'on demanderait de faire à un analyste anti-malware. Un analyste anti-malware, c'est pas forcément quelqu'un qui va venir tout le temps détonner un fichier dans une sandbox et voir les effets du fichier. Un analyste anti-malware, c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi faire une analyse statique du code, décompiler le code, regarder les caractéristiques, regarder les features du code, et en fonction de son expérience, en fonction de l'ensemble des samples qu'il a pu voir dans l'ensemble de sa carrière, va donner un verdict sur un fichier. Finalement, c'est exactement la même chose qu'on a demandé à la machine de faire. Donc, on entraîne une machine dans le cloud parce qu'on a besoin de puissance de calcul, CPU, GPU, ainsi de suite pour faire ça. Et on a besoin donc du coup d'avoir des échantillons, des datas, des fichiers légitimes et des malwares. Donc, on va l'entraîner justement à regarder ses caractéristiques, comme on pourrait le faire avec un être humain. L'avantage de la machine versus l'être humain, c'est qu'elle, déjà, elle va regarder des caractéristiques qui n'ont pas forcément de sens pour un être humain. Un analyste, ça va regarder des imports de features, ça va regarder des librairies qui sont utilisées par le fichier, les sections du code qui sont écrites, ainsi de suite. Enfin, des choses qui ont un sens pour un être humain. L'avantage de la machine, c'est qu'elle regarde des suites de bits et des suites de caractères. L'avantage de la machine aussi, c'est que du coup, en termes de mémoire, en termes d'échantillons, de data qu'elle a pu collecter, vous vous rendez bien compte qu'en fonction de la capacité de stockage qu'on a mis à disposition, elle va avoir plus de souvenirs finalement qu'un être humain. Et enfin, la machine, un gros avantage, elle rend son verdict plus vite et aussi souvent sans moins se tromper. Donc, une fois qu'on a créé ce modèle, finalement, ce modèle mathématique, on va en dériver un algorithme. Et l'algorithme, c'est ce qu'on va venir mettre sur le poste de travail. C'est ça qui va remplacer le moteur antivirus. Et la grosse force finalement de tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de mise à jour régulière. On a une mise à jour du modèle environ tous les 12 à 18 mois aujourd'hui chez BlackBerry Silence avec l'outil Protect. Donc la partie Protect, on n'a pas que de la protection contre les menaces avec le machine learning. On a également une protection au niveau anti-exploit pour toutes les attaques sans fichier, tout ce qui pourrait se produire en mémoire. On a aussi une fonctionnalité de contrôle de script pour analyser le VBS, les PowerShell, les macros, bien évidemment, le Python également maintenant, le .NET. On va pouvoir aussi bloquer les périphériques USB si on le souhaite, ce genre de choses. Mais plutôt que d'en parler un peu plus longtemps, je voulais vous montrer un peu le produit en action avec un exemple assez récent. C'est un exemple que j'ai pris de la semaine dernière sur le blog de BlackBerry. C'est l'exemple avec le ransomware, ou plus précisément le groupe Revil. Revil qui sévit ces derniers temps forcément avec un malware qui s'appelle aussi Soboniniki. J'ai toujours un peu de mal à le prononcer, excusez-moi. Donc vous pourrez retrouver plus d'informations sur notre blog. Celui-ci est intéressant parce que justement il y a une double tactique d'extorsion finalement où en plus de demander de vous payer la rançon, finalement, ce qu'ils vont faire aussi, c'est vous demander une rançon si vous ne payez pas. On peut retrouver maintenant sur Internet ce type d'échantillon de façon assez simple, entre guillemets. Il y a pas mal de sites qui mettent à disposition des IOC, des indices de compromission. Donc là, vous voyez, il y a le différent historique de Revil avec les versions 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va s'arrêter sur la dernière et on va récupérer son hash.
On va aller sur un site bien connu de threat hunting, de threat d'intelligence finalement sur les menaces, Virus Total. Et qu'est-ce qu'on va voir sur ce site-là? On va voir que la première fois que cet échantillon de la version 1.6 de Revil avait été soumis à Virus Total, eh bien, on voit ici que même si aujourd'hui 54 vendeurs est capable de détecter cet exécutable, finalement, malheureusement, le jour où il avait été soumis pour la première fois à Virus Total, il y avait qu'une trentaine de vendeurs qui avaient été capables de le détecter. Alors pourquoi une trentaine? C'est que tout simplement, sûrement ces gens-là avaient des clients qui étaient infectés. On va récupérer la menace. Ça, c'est un avantage aussi d'avoir un peu de contexte aussi sur le Virus Total. On peut récupérer les menaces pour pouvoir aussi les rejouer. Et on va regarder un peu ce que fait la menace quand on essaie de la lancer sur une machine qui est pas protégée. Alors, à chaque fois qu'on le télécharge sur Virus Total, il est dans un zip avec un mot de passe. Alors, j'ai pris Virus Total, j'aurais peut-être sûrement dû prendre Malware Bazar aussi, parce que malwarebazar.ch hébergé sur la Suisse, ça aurait été plus intelligent. Mais c'est vrai que du coup, on retrouve pas cet historique en fait de détection. Donc là, je vais juste renommer le fichier en question. Je vais l'appeler Revil. Je vais le déposer après dans un répertoire partagé parce que je vais comme ça pouvoir le rejouer sur d'autres machines. Donc là, on va se mettre sur une machine qui, elle, n'est pas protégée, juste pour voir un peu les effets finalement de ce ransomware. Donc après, là, c'est le payload, mais après, il y a plein de mécanismes pour déposer le payload, une macro, un script PowerShell, ce genre de choses. Et là, on voit que quand je lance en fait finalement cet exécutable, qu'est-ce qui va se passer? L'ensemble de mes documents va être chiffré. Je ne vais pas, avec une extension avec un nom aléatoire, je vais pas pouvoir retrouver mes données de façon correcte. Par contre, vous voyez, il a pas chiffré tous les fichiers. Il y a des points exe qui sont pas chiffrés. Il m'a toujours gardé le nom de mon document et c'est juste l'extension qui m'a changé. Et puis à la fin, j'ai quand même un fichier texte avec un peu d'informations. Et là, on m'explique ce qui m'est arrivé, on m'explique que j'ai été soumis à une attaque et on m'explique aussi que je peux, que moyennant une rançon, je peux payer et retrouver mes données. Donc là, il faut se connecter avec un navigateur type Tor. On va rentrer la clé. Vous voyez déjà le fond d'écran aussi, il a changé. Là maintenant, ça y est, je suis infecté. On va retrouver dans le fichier texte aussi, on va retrouver cette fameuse clé parce qu'en fait, ils ont sûrement une clé de chiffrement différente suivant les différentes victimes. Donc c'est pour vous donner un petit aperçu. Il y a le nom de l'extension qui est en dessous, donc on voit bien que ça correspond au poste en question. On a un petit captcha, parce que du coup, eux aussi peuvent entraîner une machine à reconnaître des choses. Donc pourquoi s'en priver finalement quand on est un attaquant aussi d'entraîner une machine à reconnaître des images? Allons-y, profitons-en. Et du coup, là, on a les instructions, donc c'est assez clair finalement, comment déchiffrer vos fichiers, ainsi de suite, la rançon. Il y a même trial decryption, ça veut dire qu'on peut envoyer 3 fichiers, des JPEG par exemple, pour pouvoir les récupérer de façon déchiffrée. Tout ça pour vous prouver qu'ils savent déchiffrer vos données. Et donc là, ils vous proposent en plus plein de moyens de paiement, c'est super sympa. Ils ont vraiment le sens du service client. Vous pouvez payer avec plusieurs monnaies, c'est super sympa. Là, on va faire le même exemple, mais on va se mettre sur une machine qui est protégée par BlackBerry Protect. Mais là, ce que vous voyez, c'est une version de 2015, donc une version assez ancienne finalement de l'agent, la deuxième version du moteur qu'on avait sorti. Si on se remet plus précisément sur le disque, qu'est-ce qu'on va voir finalement? On va voir que le modèle, en fait, donc c'est le fichier le plus gros, il fait une centaine de mégas. On va voir sa date. Il a été sorti le 15 octobre 2015, donc il y a plus de 5 ans maintenant. Donc il y a plus de 5 ans, vous vous doutez bien que Revil, BlackBerry Silence, n'a aucune idée de ce que c'est. Ce que je vais faire aussi sur cette démonstration, c'est que je vais me couper du réseau. Pourquoi je me coupe du réseau? C'est pour aussi vous montrer qu'il n'y a pas de tour de passe-passe, que je ne suis pas en train d'essayer aussi de faire une requête sur une base de réputation dans mon infra, ainsi de suite. On a une consommation ressources qui est assez faible, entre 0,3% de CPU, moins de 60 mégas, et que si j'essaye de lancer une menace de 2021 sur un poste de 2015, vous voyez que la menace, elle est bloquée. Pourquoi? Parce que c'est un ransomware et que dans les caractéristiques, on a bien entraîné la machine à reconnaître finalement l'ADN, les caractéristiques
d'un malware de manière générale et d'un ransomware également. Donc ça, c'était la première étape finalement de BlackBerry sur la partie protection du poste de travail. On a étendu ce modèle de protection également il y a un peu plus d'1 an maintenant à toute la partie mobile pour iOS, pour Android et pour les Chrome OS si nécessaire. On a aussi enrichi en 2016 notre agent de protection, de prévention d'un module EDR, donc EDR pour Endpoint Detection and Response. Tout ça pour faire quoi? Déjà, pour vous donner plus d'informations en cas d'attaque. La plupart du temps, la menace, elle est bloquée, mais si vous voulez savoir si c'était Pierre, Paul ou Jacques qui l'a téléchargé, s'il l'a eu depuis un site web, un mail qui a activé une macro, qui s'est connecté sur une IP, ainsi de suite, on va pouvoir retrouver ces informations dans l'outil. Mais l'outil, en plus de vous faire ce qu'on appelle du RCA, du Root Cause Analysis, et de faire de la chasse, de l'investigation, tiens, je sais que c'est tel fichier qui me pose un problème, allez, donne-moi la liste de tous les postes qui ont ce fichier-là, donne-moi la liste de tous les postes qui sont en train de se connecter à cette IP-là, comme ça je peux prendre une action de rémédiation. Eh bien, on a aussi de la partie détection comportementale. On va plus regarder le fichier, mais cette fois-ci-là, on va regarder le process, l'action finalement du process, le comportement du process, tout en utilisant toujours du machine learning pour savoir si le process, si l'application ou si le script qu'on est en train d'essayer de lancer est quelque chose de sain ou de malsain. Donc concrètement, sur une petite démo cette fois-ci avec une version plus récente, une chose classique, hein, je reçois un mail avec un attachement que j'ai très envie d'ouvrir parce qu'apparemment il y a des informations très intéressantes dans cet attachement. Une fois que j'ai l'attachement qui va apparaître, on va me demander sûrement d'activer la macro. Donc c'est un vrai exemple que j'ai récupéré sur VirusTotal aussi, donc c'est d'où la traduction avec nos amis russes, hein, mais parce que des fois il y a aussi des malwares qui détonnent pas suivant la langue de l'operating system. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a détecté le script, la macro, et puis on voit aussi qu'il y a un malware qui a essayé de se déposer dans ces programmes file user François Data. Donc si je vais sur ma console de management maintenant, si je veux un peu en savoir plus, je vais retrouver assez facilement mon poste. Sur mon poste, en fait, je vais retrouver ce fameux fichier Condincly qui a été détecté dans le App Data Roaming de ma machine. Et quand j'ai Optix LeDR installé, j'ai ce petit bouton View Data qui est à côté et qui me donne en fait un peu la timeline de l'attaque. Alors finalement, l'EDR, il faut aussi le voir comme un SIEM sur le poste de travail, comme une caméra sur le poste de travail qui va enregistrer tout ce qui se passe et va vous donner plus d'informations. Donc là, on voit bien que le fichier était mis en quarantaine, mais si on remonte un tout petit peu plus dans le temps avant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a été lancé par un script et que le nom du fichier qui a lancé le script était le fichier en question Quick Expense pour ça. Donc après, on voit aussi, si on revient un peu en avant, toutes les connexions réseau qui ont été faites avec les IP. On va pouvoir voir que c'était Outlook qui ensuite a lancé la partie WinWard, WinWard qui a lancé le script qui allait télécharger et qui a essayé de lancer finalement ce payload et qui a essayé d'infecter la machine. Donc là, dans le scénario dans lequel j'étais, j'étais en mode alerting sur le script, parce que je voulais que mon script il se fasse. Là, maintenant, je sais que c'est ce document qui nous pose un problème. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lancer une requête instantanée, une instant query dans le produit. Et là, on va lui demander de me ressortir la liste d'ensemble des postes qui seraient potentiellement vulnérables parce que ces postes-là, potentiellement, ils ont le document qui est présent. Donc là, j'ai requêté 2 postes. Il y a un poste qui m'a répondu avec 2 fois le fichier parce que j'ai dû le déposer sur le bureau et qu'aussi je l'ai lancé depuis mon navigateur, depuis mon Outlook. Je peux également demander de récupérer le fichier aussi depuis cette interface-là. Pourquoi? Pour avoir plus d'informations, si j'ai les compétences, si je suis curieux, si je veux le rejouer dans une sandbox, ce genre de choses, et que là, j'ai besoin de savoir un peu qu'est-ce qui se serait passé si le fichier avait vraiment détonné. Donc un premier volet sur la partie EDR, sur la partie vraiment chasse, investigation, mais l'EDR aussi, on s'en sert pour détecter les comportements suspects. Donc là, je vais reprendre un exemple sur un ransomware qui s'appelle Netwalker. Netwalker, en fait, c'est un ransomware qui n'utilise pas de fichier, c'est un ransomware qui se lance par des commandes PowerShell. On a fait un super article dessus. Vous voyez que nos amis de Trend Micro aussi ont fait un super article dessus. Et là, du coup, de la même façon, je prends l'article en fait de Trend Micro pour récupérer l'IOC sur le site de Trend Micro pour vous montrer également que je suis pas en train de
de prendre un IOC qui m'arrange entre guillemets. Donc là, on voit bien, là je le passe dans PE Studio, c'est une analyse de tout. Donc on voit bien que le hash en fait est le même que celui qu'on retrouve sur le site de Trend Micro. Je vais lancer la commande PowerShell et quand je vais lancer la commande PowerShell, qu'est-ce qui va se passer? De la même façon, il y a de fortes chances que même s'il y a une petite erreur sur le PowerShell, parce que peut-être que mon Windows 10 entre-temps, je l'ai mis à jour, ce genre de choses. Même ça, même avec ça, malheureusement, au bout de quelques secondes, au bout de quelques minutes, je vais me retrouver avec mes fichiers qui sont chiffrés. Et donc là, avec toujours la crainte de devoir payer la rançon pour pouvoir récupérer mes données si j'ai pas fait de backup ou ce genre de choses. Et si ou alors si les attaquants ont été très malins et qu'ils ont aussi qu'ils ont aussi comment dire, chiffrer mes backups. Les instructions pour télécharger, c'est à peu près les mêmes, hein. Mode opératoire, un site Tor, ainsi de suite. Et là, donc, je vais lancer la commande PowerShell maintenant sur une machine qui, elle, est protégée par la partie EDR, avec cette règle comportementale utilisant le machine learning sur la partie EDR. J'ai lancé la commande, il n'y a pas eu de chose qui s'est mise à l'écran. On voit pas, on voit pas de fichiers qui sont chiffrés a priori. Alors après, on est toujours un peu dans l'inquiétude parce que des fois, ça prend du temps parce qu'ils expliquent les données. Par contre, là maintenant, si je vais dans ma console, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une alerte justement sur le process en question. Donc la commande PowerShell, je retrouve exactement ce qui a été essayé d'être lancé dans la commande PowerShell finalement. Donc, on a essayé de lancer la commande, le script Netwalker. La réponse que j'avais mise pour cette règle de détection était je termine le process. Et donc, c'est pour ça que finalement, l'attaque, elle n'a pas été plus loin. Donc, le machine learning, on voit dans un premier temps comment on peut l'utiliser pour détecter les mauvais fichiers. On voit aussi comment on peut l'utiliser pour détecter les mauvaises applications sur les mobiles, les mauvais comportements également sur les machines à travers l'EDR. Et une des dernières nouveautés de BlackBerry aussi, c'est de comment détecter les mauvais utilisateurs, ou en tout cas les credentials qui auraient été usurpés finalement dans votre système d'information. Donc c'est vrai que si on reprend un peu la triade bien connue en cybersécurité de la CIA, de la confidentialité, de l'intégrité et de l'availability, c'est vrai qu'avec la partie Protect et la partie Optics, on s'est vraiment concentré sur 99% des attaques qui sont je vais essayer d'exécuter quelque chose sur la machine. Après, l'idée maintenant, c'est d'aller un peu plus loin et d'aller sur la partie identité. Sur le DDoS, je ne fais pas grand-chose, je ne suis pas un équipement de firewall, je protège les postes de travail, donc j'ai pas forcément de solution à mon portefeuille pour faire ce genre de choses, du moins pour l'instant. Ça va sûrement arriver dans les prochains mois où on va sortir aussi un outil de contrôle des flux réseau sur la partie endpoint. Mais là, vraiment, le prochain produit que je veux présenter, qui est toujours dans la même console et qui est toujours dans le même agent, c'est ce qui s'appelle BlackBerry Persona. Persona for Desktop, ça existe aussi pour mobile. Et BlackBerry Persona, à quoi ça sert? Ça sert à vous profiler finalement en tant que personne et d'en dériver un modèle mathématique, un algorithme en fonction de différents critères sur la machine. Ces différents critères, qu'est-ce que ça va être? On va le voir juste après, puis un peu avant la démo. Mais finalement, à la différence du machine learning qu'on peut vous livrer finalement avec Protect et Optics pour le PP ou pour l'EDR, là, la différence, c'est qu'il y aura une phase d'entraînement. Je ne peux pas deviner à l'avance qui est Pierre-Paul ou Jacques. Donc, une fois que l'agent est installé sur la machine, on estime entre une semaine ou 2 semaines le temps d'apprentissage finalement pour que le modèle et que l'agent puisse comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, ainsi de suite. Tout ça, on va le stocker localement aussi sur le poste de travail, donc c'est des informations qui sont confidentielles. On n'a pas forcément envie de partager ça avec son éditeur, même s'il est canadien. Donc tout ça reste dans un vault, dans un coffre-fort en fait qui est sécurisé sur la machine. Et donc concrètement, alors juste avant de passer à la démo, concrètement, ce score, en fait, il est dérivé en fonction de plusieurs choses. C'est un score global de confiance, de qui je suis et qui est derrière la machine. Ce score, il va être calculé en fonction de
comment je tape sur mon clavier, comment je bouge ma souris, quels sont les programmes que je lance, quels sont les flux réseau utilisés, les ports, les protocoles, les sources et destinations, le débit, ainsi de suite. Et tous ces modèles-là, en fait, sont indépendants et vont créer le score global. Donc, c'est tout ça pour dire, c'est pas parce que je me suis cassé la main et que je tape différemment que le modèle il va baisser de 0, de 100 à 0. Donc là, je vous affiche le modèle de démo parce qu'on n'a pas ça, l'utilisateur le voit pas, mais je l'utilise en fait pour faire les démonstrations en fait, où on voit le score en haut à gauche, un score de 100, donc un score de confiance de 100, et avec en couleur les différents modèles. Le modèle de conduite étant celui des programmes. Là, je vais un peu jouer avec le modèle de metadata et le modèle de keystroke, donc la façon dont j'ai tapé finalement sur mon clavier. Donc, si je tape de façon similaire à la façon dont j'ai tapé d'habitude, on va voir que la confidence en fait du modèle, bon, sauf quand je tape un peu n'importe comment, on voit que ça baisse un peu, mais on va voir que le modèle va rester supérieur à 60, et plus je vais taper, plus le modèle va remonter un peu en dessous des 60, voire en dessous des 70, parce que c'est bien la façon dont j'ai l'habitude de taper sur un clavier, et que c'est comme ça que j'ai tapé sur mon clavier depuis les dernières semaines. Donc là, on voit que le score, hop, il remonte. Maintenant, si j'essaye de taper de façon un peu différente, imaginons que j'ai donné le poste à quelqu'un, ou que j'oublie de loguer mon poste et que quelqu'un vient sur mon poste, là, je tape différemment, ou je tape avec 2 doigts, et on va voir que là, que le modèle sur les métadatas et sur le keystroke, il va baisser, il va descendre en dessous des 50. Et même si on exagère un peu, peut-être, on va voir que ça baisse un peu plus. Par contre, même là, si on est descendu en dessous des 50, hein, pour le score sur le clavier, on voit bien que le score global, il est toujours à 100, parce que c'est pas parce que j'ai tapé mal sur mon clavier pendant quelques instants que forcément c'est pas moi. Et donc là, si je reviens à taper de façon plus classique, comme je tape d'habitude, on va voir gentiment, au fur et à mesure, le score qui va remonter au-dessus des 50 pour le modèle du score. Mais encore une fois, le modèle, le score global reste à 100. Là, j'ai bougé un peu la souris de façon anormale, ou pas comme je faisais d'habitude, j'ai fait de trop petits ronds, donc vous avez vu que le modèle de la souris a un tout petit peu baissé. Puis là, vraiment, si j'exagère, hein, pour la démo, et que je tape n'importe comment, là, vous voyez tout de suite, il redescend en dessous des 40. Maintenant, je vais lancer des programmes que je n'ai jamais lancés avant sur cette machine, donc comme si c'était quelqu'un qui fouillait finalement sur ma machine, qui voulait savoir un peu c'est quoi mes habitudes, qu'est-ce que j'ai fait comme calcul, qu'est-ce que j'ai ouvert comme mail alors que c'est pas mon application de mail. Là, par contre, j'ai 2 indications. J'ai François, il tape pas bien, et en plus, il utilise des programmes qu'il a jamais utilisés auparavant. Donc là, forcément, le score, là, vous allez voir, il a 87. Maintenant, je vais essayer de taper des commandes. Donc il y a des commandes peut-être que je tape d'habitude. Donc si je fais un ping, tout va bien, le modèle reste à 87. C'est des choses que j'ai fait pendant la phase d'apprentissage. Par contre, si je tape quelques commandes qu'un attaquant pourrait taper pour essayer de rentrer pour essayer de faire une phase de découverte sur le système, comme un WIAM, comme un netstat, comme rajouter un utilisateur, par exemple, là, on va voir que le score, il va baisser, baisser, baisser. Et là, donc là, je suis déjà à 39, par exemple. Et là, j'ai fixé une limite en fait en dessous de 30 dans mon produit, pour dire que quand le score il descend en dessous de 30, je vais redemander à l'utilisateur de s'authentifier. Donc là, ce que j'utilise, c'est un Google Authenticator, mais on pourrait lier sa machine à autre chose, à du Duo, du BlackBerry aussi. BlackBerry fournit des services d'authentification double facteur. Et là, donc, j'ai reprouvé qui j'étais en rentrant mon token, en rentrant mon OTP, en rentrant mon mot de passe. Et donc là, je reviens sur la machine, et je reviens sur la machine avec un score de 100. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours gérer depuis la console de BlackBerry Silence, au même titre qu'un EPP, au même titre qu'un EDR, ainsi de suite. Est-ce que Nelson, tu es revenu ou pas, par hasard? Non, il vient de m'écrire justement. Je crois qu'il a eu des petits soucis Alors, techniques. j'ai des soucis. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. J'arrive pas à projeter. J'ai dû me mettre sur un autre ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un souci effectivement. Alors, j'arrive pas à mettre la présentation. J'arrive pas à mettre de présentation en fait. J'arrive à rien projeter. Est-ce que tu veux me l'envoyer et que je la projette? Ouais. Alors, je vais juste faire comme ça. Peut-être qu'on a juste le temps.
Alors, forward. Il nous reste, il nous reste 9 5-10 minutes. Ah ouais, c'est bon, parfait. Ouais. Alors, on va le faire comme ça. Je viens de te l'envoyer. Voir si ça passe. Alors, j'ai ouvert mes mails devant tout le monde, mais j'ai pas vu le bouton pour couper Si le partage. tu peux couper le partage, peut-être pour voir si, D'accord. si effectivement j'arrive peut-être à partager. Ah oui, alors attends, j'ai quitté la visio. Par contre, j'ai pas le bouton pour. C'est celui qui est à gauche, au fait, de quitter la conférence visio. Au fait. Il y en a un qui est en rouge et puis normalement, il y a un autre bouton, en fait, sur le côté gauche. Non, il est là. Stop sharing. Voilà, essaye. Alors, fais voir. Ah ouais, là, je peux. Eh ben voilà, c'est parce que je t'avais pris la main. Désolé. Non, c'est pas grave, c'est aucun problème. Et d'ailleurs, je suis désolé parce que du coup, j'ai parlé pendant 10 minutes dans le vide. Et du coup, personne n'a effectivement n'a entendu. Donc, je vais essayer d'être le plus bref possible pour je vais juste reprendre ça. Voilà, donc bon, de toute façon, je pense que vous avez déjà fait la partie introductive. Le but était pour nous, au fait, de vous présenter effectivement nos services managés qui étaient sur la base justement des solutions BlackBerry, au fait, Silence, que vous avez au fait déjà découvertes. Donc, juste pour nous présenter un petit peu, nous, eSecure, donc on est des experts dans le domaine de la cybersécurité. On est présent à Genève. Depuis donc l'an 2000. Et notre mission, c'est de protéger et sécuriser au fait nos clients contre les menaces informatiques. Notre valeur ajoutée, donc on a une équipe d'une vingtaine de personnes qui aujourd'hui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité informatique. On est présent dans toute la Suisse, alors avec une présence plus soutenue, on va dire en Romandie, et qui représente à peu près 80%, on va dire, de notre base client. Et on a des ingénieurs et des vendeurs qui sont certifiés sur l'ensemble des technologies qu'on représente. On a aussi une particularité, c'est qu'on a un support technique local qui est lui offert à tous nos clients et qui permet effectivement de faire le pont avec les différents éditeurs avec lesquels nous travaillons. Et nous sommes un centre de formation, donc on forme notamment les apprentis du canton de Genève sur pas mal de modules, on va dire inter-entreprises. Et on a récemment ouvert également cette année l'académie by eSecure qui aujourd'hui prépare les gens au brevet fédéral de cybersécurité. Donc c'est une première en Romandie. Ça se faisait déjà en Suisse alémanique. Je crois qu'il y avait 2 autres institutions qui le faisaient et c'est nous en Suisse romande. Donc pour Serenity, juste pour résumer de manière très succincte, donc le but c'était de vous donner vraiment juste une idée basique de ce que sont en fait nos services. Et puis après, on peut bien évidemment prévoir en fait d'autres sessions pour les gens en fait qui auraient, on va dire, un intérêt plus poussé. Donc, les services Serenity, on les a créés parce que simplement, on est arrivé au constat que la plupart des gens, quand on mettait en place des solutions de sécurité, n'avaient pas en fait forcément les ressources pour gérer ces solutions. Et bien souvent, en fait, ils nous appelaient une année ou 2 plus tard, nous disant voilà, on a un souci. Et en gros, on intervenait en fait plus en mode pompier. Et du coup, on s'est dit voilà, on va créer un service qui permettra en fait à nos clients en fait de pas se soucier forcément de la gestion en fait de leurs solutions de sécurité. Et c'est nous qui nous en occuperions. Donc, le but était vraiment de créer une solution clé en main où on a la location des licences, on a la gestion de la solution, donc la gestion opérationnelle de la solution, avoir des contrats qui soient flexibles sur 1, 3, 5 ans, et surtout de ne pas avoir au fait de surprise sur les coûts. Donc l'ensemble des choses au fait sont incluses dans le service et vous n'avez pas, on va dire, de surcoût. Également, c'est une solution qui est hébergée, on va dire, dans le cloud, donc on n'a rien à mettre effectivement chez vous dans votre infrastructure, donc ça simplifie aussi passablement la gestion. Donc la seule chose à installer, c'est bien évidemment, on va dire un client, donc un agent, qui permet effectivement de réaliser ces opérations de protection. Aussi au niveau du service, donc au niveau opérationnel, on opère au fait en 8x5, tout simplement parce que la plupart des sociétés aussi, elles, opèrent en 8x5 et que même s'il y a des choses qui se passent en dehors des heures, des fois il n'y a pas d'intervenant, on va dire, sur place. Donc on a décidé aussi pour limiter les coûts d'avoir au fait du 8x5. Donc on évalue l'ensemble des alertes et des détections. Et puis, si effectivement ça se passe pendant la nuit, tout est analysé, on va dire le jour ouvrable suivant. Si c'est des choses, en fait, où on a vraiment une problématique, on va dire, de sécurité et que les clients nous appellent, on est bien évidemment disponible en piquet, en dehors des horaires du bureau, pour réagir en tout temps.
Donc voilà. Et puis on notifie bien évidemment les clients de détection d'activités suspectes et on délivre des rapports mensuels qui permettent de voir un petit peu non seulement les statistiques, les détections, et puis aussi de suivre les utilisations en fait au niveau des licences. Bon, donc eSecure et BlackBerry, donc on est partenaire Cylance, parce que maintenant effectivement Cylance a été racheté, on va dire en 2018 par BlackBerry, mais nous sommes partenaires Cylance depuis 2016 et nous avons démarré notre service manager Serenity donc depuis janvier 2018. Aujourd'hui, on compte plus de 20 000 postes sous gestion. Et le but, donc, est bien évidemment aussi de pouvoir on va dire, délivrer et sensibiliser au fait nos clients aux risques et aux menaces informatiques. Et c'était là, au fait, où François, tu devais reprendre la présentation. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné l'ensemble des informations. Une dernière petite chose que je vois que je n'ai pas là. C'est un slide que j'avais créé, mais on a une promotion en fait active qui est active pendant le mois de juillet, donc jusqu'au 31 juillet, donc à partir de maintenant jusqu'au 31 juillet, où nous offrons en fait l'installation à tout client, en fait, tout nouveau client qui voudrait rejoindre le service. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée de coût, même pour des petites structures, même par exemple 5 licences, ça a un coût annuel environ de 100 francs au fait par poste. Donc ça inclut l'ensemble des choses. Donc ça veut dire que pour une société de 5 personnes, ça représente à peu près 500 francs en fait par année pour cette gestion et ce monitoring, les rapports, enfin l'ensemble des choses que je vous ai décrites avant. Et donc, l'installation, qui généralement est faite sur une demi-journée, donc c'est à peu près 750 francs, vous serez au fait offerte. Donc ça, c'est dans le cadre, bien évidemment, d'une société de 5 postes. Après, si c'est des sociétés plus conséquentes, on a bien évidemment la possibilité d'optimiser au fait les prix, donc avec des économies d'échelle et également d'ajuster tout ça. Donc voilà, je pense que cette fois, j'en ai terminé. Je vais juste vous remettre ici nos coordonnées. Pour ceux qui seraient aussi intéressés de nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est là essentiellement en fait que nous partageons toutes les informations. Donc suivez-nous bien en fait sur LinkedIn et Twitter. On essaye de poster des informations quand il y a des choses, on va dire, qui nous paraissent pertinentes et quand on a des événements ou des choses particulières. Donc voilà, abonnez-vous et puis suivez-nous sur ces différents réseaux sociaux. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. On a tout combien entendu, Nelson. On est dans 1 minute. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, on a une petite minute pour terminer par 1 ou 2 questions. Donc, moi, j'en vois pas de particulières. Là, je ne sais pas si de l'autre côté, il y a d'autres choses. Non. Non plus. Non, si ce n'est peut-être proposer à tous ceux qui le souhaitent à travers eSecure. C'est toujours très joli sur les slides. On va se dire très honnêtement. C'est de tester, tout simplement. On vous donne l'accès au test gratuitement pendant 1 mois si besoin. Donc, vérifiez ce qu'on vient de vous dire dans les slides. Tout à fait. Alors, je ne l'ai pas dit effectivement, mais tous les clients qui souhaiteraient, on va dire, tester les solutions, on fournit et on met en place, on va dire, des POC sans coût. Donc, que nous ne faisons pas payer pour les tests, au fait, pendant une durée, au fait, de 1 mois. Exactement. Il y a une question très rapide. Je sais qu'il ne nous reste que 20 secondes, mais comment savoir si choisir un service EDR ou MDR? Est-ce qu'on a le temps en 19 secondes d'y répondre avant que tout coupe? Alors, c'est un petit peu court, mais par contre, on peut peut-être prendre le point et revenir vers cette personne. Je ne sais pas si on a le nom. Ouais. Oui. Aloïs S. Donc normalement nous on vous a dans la liste. Donc ce que je vous propose au fait c'est qu'on revienne